sportive. Liberté, diversité, proximité. Vous êtes sur RGB. Le 100% football amateur, c'est l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond pendant une heure. Autour d'une équipe de consultants, retour sur des résultats, sur un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule, de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. Ravi de vous retrouver dans l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond, c'est tous les lundis pendant une heure. Les titres de ce soir, dans l'œil de Kaou Diallo, ces qualités cachées qui font les futurs joueurs du Paris Saint-Germain. Cannes 2025, un titre africain peut-il se perdre loin du terrain ? Torcy, que s'est-il passé en interne avec la démission du coach Samir Salah ? Pour en parler, pour m'accompagner ce soir, Mohamed Tazamouche, comment vas-tu Mohamed ? Bonjour, très bien, merci. Toujours un plaisir d'être là. Et puis là, il y a le haut niveau du gratin parisien, donc ça va être un plaisir d'échanger. Exactement. À ta gauche, Daoud Daribo, comment vas-tu Daoud ? Je vais très bien, merci pour l'invitation Farid. Et on va encore passer une belle heure à parler du football de chez nous. Exactement. Merci messieurs d'être à mes côtés. Mesdames, messieurs, voici le programme. Dans la préformation du Paris Saint-Germain, le talent pur ne suffit pas pour espérer aller plus loin. Pour Kaou Diallo, éducateur au sein de l'association du club parisien, certains signes plus discrets comptent tout autant. On en parle dans Culture Foot en première partie d'émission. Bienvenue à ce micro, Kaou. Merci beaucoup pour l'invitation et bienvenue à tous. Coup de tonnerre dans le football africain, la CAF a décidé de retirer le titre au Sénégal pour l'attribuer au Maroc 2 mois après une finale chaotique de la CAN à Rabat. Une décision qui provoque indignation et moquerie et qui fragilise encore un peu plus la crédibilité du football africain. C'est le débat de la team. Le départ de Samir Salah de l'US Torcy n'est pas passé inaperçu dans le football amateur francilien. Derrière cette démission, plusieurs observateurs évoquent un contexte interne parfois tendu. L'entraîneur revient sur les coulisses de cette décision et sur la relation avec le club. En dernière partie d'émission, bienvenue à ce micro, Samir. Bonsoir, merci Farid pour l'invitation, ravi d'être parmi vous. En tout cas, merci messieurs d'être venus d'aussi loin. On va pouvoir démarrer le 29e numéro de la saison. Vous êtes au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM. C'est parti. Le 100% football amateur, Culture Foot. Dans la préformation du Paris Saint-Germain, Kaou Diallo s'attache à décrypter les critères plus subtils, mais très précieux de nos jours pour réussir. Il est avec nous en plateau. Kaou, avant de parler de ton actualité, tu es natif de Trappes, tu as joué à Versailles, au Restart, à Mantes. Tu as connu la montée avec Brest et l'ASL Nancy-Lorraine. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ta carrière de joueur ? Bon, que j'ai pu faire ce que je voulais comme je le voulais, ça c'est une bonne chose. Je me suis bien amusé, je ne vais pas, comment dirais-je, cracher sur quoi que ce soit. Il y a des choses qu'on aurait pu peut-être mieux faire. Mais je pense que j'ai eu une bonne carrière à ma place. Et je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu et quand mon temps s'est terminé, je l'ai aussi bien vécu, sans regret, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et aussi le niveau de jeu et la qualité que j'ai pu aussi mettre sur le terrain. Donc très content, fier de ce que j'ai pu faire et de beaux souvenirs. Exactement, mais tu peux être fier, Kaou. 16e saison Paris Saint-Germain ? C'est ça. 16e, bravo. Quand tu observes un jeune joueur pour la première fois, qu'est-ce que tu regardes en priorité au-delà de la technique et de son niveau de jeu ? Avant toute chose, c'est d'abord s'il est passionné par le foot. Pourquoi ? Parce que tous les jeunes sont passionnés par le foot. Oui, mais tous les jeunes ont aussi le projet de vouloir réussir tout de suite.
soit par de la préformation ou de la formation, des idées de club pro et autres, c'est peut-être pas que de la passion, c'est peut-être aussi juste un but. Et c'est peut-être la différence qui fait que si après 15 ans, 16 ans, il s'oriente sur un autre sport ou qu'il arrête parce qu'il n'a pas atteint son but, forcément c'est tout de suite plus compliqué même s'il a de la qualité. Mais la première des choses qu'on va déceler, ou du moins que moi je vais essayer de déceler, c'est peut-être déjà une qualité forte. D'accord. Une qualité forte qu'il a, qu'on peut développer, travailler, et éventuellement, derrière, peut-être aussi d'autres qualités, mais je pars sur le principe, en tout cas dans ce que j'essaie de développer chez des joueurs, qu'on a une qualité forte, et de cette qualité forte, comment la développer, l'exploiter, tout en travaillant les autres qualités ou les autres acquis qu'on pourra apprendre au fur et à mesure. Mais déjà, si on a une qualité forte, c'est intéressant. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour les complètement. joueurs. Oui, tout à fait. Quels traits de personnalité te font dire qu'un joueur peut réussir dans la préformation du Paris Saint-Germain ? Dans la préformation, c'est souvent le mental. Le mental, pourquoi ? Parce qu'ils sont tout de suite un peu déracinés aussi de la maison. Même s'ils ne sont pas loin, c'est des franciliens. Mais venir dormir du lundi au vendredi en étant en 4e ou en 3e, c'est jamais évident. Donc mentalement, faut être bien prêt, équilibré, et c'est comme ça qu'on va avancer, quoi. Comment tu détectes la capacité d'un jeune à apprendre et à progresser, même lorsqu'il est très talentueux ? Son investissement, la recherche à chaque fois de donner le meilleur de soi-même sur le terrain, la compréhension aussi, parce que quand on comprend vite et bien, on applique tout de suite sur le terrain. Et je fais partie peut-être aussi d'une ancienne génération qui fait que la répétition des choses crée l'habitude, et d'avoir cette habitude de travail fait que on va être habitué à tout le temps travailler pour atteindre en tout cas son plus haut potentiel, et ça c'est une bonne chose. Exactement. Avant de laisser la parole à Mohamed Daoud, le comportement au quotidien, à l'entraînement ou dans le vestiaire, est-il parfois plus déterminant que les qualités propres footballistiques ? À cet âge-là, un peu moins, parce qu'on prône aussi d'éduquer de bons garçons avant de faire de bons footballeurs. Donc ce côté un peu social, éducatif, il est important, et ce lien-là fait que Même au Paris Saint-Germain, c'est possible ? Oui, et surtout à ces âges-là, parce que les garçons vont jouer avec beaucoup de plaisir sur le terrain. Donc si tout de suite on leur donne un cadre beaucoup plus strict qu'ils retrouveront beaucoup plus tard, de par là, la façon de se préparer peut être différente d'un enfant à un autre. Il y en a qui ont besoin peut-être un peu plus de légèreté, il y en a qui ont besoin d'être un peu plus sérieux, d'autres qui ont besoin qu'on les caresse dans le sens du poil, d'autres un peu plus stricts. Donc on fait aussi avec tout ça pour pouvoir justement les laisser évoluer en tant qu'enfants, pour que sur le terrain, ils retrouvent aussi tout l'épanouissement nécessaire pour pouvoir performer. Ouais, franchir les étapes les unes après les autres. Je laisse la parole à Mohamed. Moi, j'ai une question, mais plus sur l'homme. Tu as présenté ton parcours de footballeur. Moi, j'aimerais que tu nous présentes un peu ton parcours d'éducateur. Et puis, dans la foulée, comment tu es rentré au Paris Saint-Germain ? Parce que souvent, c'est les anciens pros qui arrivent à rentrer. Sur ta carrière, il n'y a pas le Paris Saint-Germain. Donc, quelle entrée t'a permis d'être là-bas et de rester 16 ans ? Parce que 16 ans, c'est quand même une longue et belle carrière déjà. Ouais. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, bien sûr. Et quelle catégorie tu as ? Moi, je suis sur les U13. Je suis responsable sur la préformation, mais je coach les U13. Donc, c'est l'entrée de gamme pour nos 14, 15 ans et éventuellement les autres catégories sur le club et l'association. Comment je suis arrivé au Paris Saint-Germain ? Déjà, comment j'ai été coach après ma carrière, et même pendant, sur la fin, je commençais déjà un peu à m'intéresser, me former. C'était important, donc j'ai pris le pas de pouvoir aussi aller voir ce qui se faisait un peu ailleurs, dans d'autres pays, que ce soit en Italie, en Espagne, à travers les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma carrière de footballeur, qui eux étaient dans d'autres clubs à l'étranger. Donc ça m'a permis de pouvoir aller voir ce qui se faisait. Je me suis formé par la suite, parce que je trouvais que c'était important de connaître justement tous ces moyens, ces leviers franco-français. Donc je suis parti faire maintenant c'est les CFI, mais à l'époque c'était les initiateurs et tout ça. Donc malgré la carrière pro, je voulais quand même savoir et avoir des billes
pour pouvoir être bien guidé. Ah oui, tu as commencé de tout en bas. De tout en bas, j'ai commencé mes premières classes en tant que coach avec Trappes. Donc c'était ma ville d'où je suis, avec Arnaud Mbizi, qui est encore le directeur technique, m'a donné une équipe, pas pour se faire la main, parce que c'est pas le bon mot, mais pour tout de suite appliquer. Donc en appliquant, j'ai pu me corriger aussi en tant qu'homme, en tant que coach, et évoluer comme ça. Tout en étant joueur ou... Sur la fin, parce que là, quand je commençais à coacher, je jouais toujours un peu, j'étais revenu à Versailles, j'étais revenu au Mantois aussi, donc tout en continuant un peu à jouer. Donc l'après-carrière, je commençais à la préparer. Et de Trappes, je suis monté d'un cran après sur Versailles, pour avoir un niveau un tout petit peu plus haut, pour savoir si ça prenait. Et de fil en aiguille, j'ai pu rentrer à Clairefontaine avec Monsieur Lafargue, qui m'avait pris avec lui en tant que stagiaire sur 2 ans. Et de par là, en faisant de bonnes choses avec lui et avec les équipes de Clairefontaine, j'ai pu intégrer le Paris Saint-Germain. Et en tant que joueur déjà, parce qu'il jouait en R1 à l'époque, et Carlos de Vasconcelos voulait que je vienne finir un peu avec lui. Mais en tant que coach, parce que il y avait Cédric Catenois, Laurent Chollet qui étaient et avaient vu que j'avais fait de bonnes choses. Donc ça s'est super bien goupillé. C'est pour ça quand je parlais de carrière tout à l'heure en disant que tout était bien goupillé, ça s'est bien goupillé. Donc j'ai pu rentrer au Paris Saint-Germain en tant qu'éducateur et pouvoir jouer encore au niveau R1 avec l'équipe. Et j'ai même pu, par la chance avec Rizzetto, continuer à jouer avec la CFA et tout ça, continuer malgré tout, parce qu'avec les montées, descentes, les bobos, donc j'ai pu continuer comme ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé un peu à grossir, à travailler sur aussi mes idées de jeu, mes méthodologies de travail, qui a fait que au fur et à mesure, avec le rachat des Qataris, j'ai pu m'inscrire dans la durée. Et merci au club pour cette confiance, parce que là je finis ma 16e saison. C'est beau. Et je peux en tout cas continuer à m'amuser avec les enfants, avec les coachs aussi. J'ai pu aussi voir les transformations du club, du camp des loges au campus. Ah oui. Donc, ça a bien changé. Très, très content de continuer en tout cas comme ça. Et c'est vrai que la carrière de coach, j'ai pris le pas pas par de peur de l'échec. C'est surtout que je voulais arriver le mieux armé possible. C'est pour ça que j'ai préféré commencer tout en bas, pour que quand une fois je vais avoir quelque chose peut-être d'un peu plus carré, d'être prêt pour ça. D'accord. Daoud, une question ? Ouais, parce que maintenant, là tu t'es présenté, maintenant on va aller dans le vif du sujet sur la formation, parce que moi je suis aussi formateur des jeunes. Oui. Donc c'est intéressant parce que tu parlais de tes idées, celles du PSG, parce que je pense qu'après quand tu vas former, c'est pour qu'ils puissent rentrer au centre. Oui. Je pense qu'après. C'est ça. Donc voilà. Donc est-ce que tes idées, il y a un projet qui est mis en place pour que tu puisses toi les envoyer après sur les U16, les attentes des nationaux? Oui. Ou comment tu travailles au quotidien par rapport à ça, tes idées, puis sur le produit jeu du club? Déjà, alors mes idées, il faut qu'elles soient en corrélation toujours avec celles du club. Bien sûr. Donc on a un projet club. Qui est redéfini chaque année ? Chaque saison, je veux dire. On le redéfinit à la marge aussi, selon aussi ce qui découle des professionnels. Donc, les idées du club, les idées sur la planification et la programmation qu'on va mettre tous en place. Et après, quand je parle de mes idées propres, c'est comment moi, avec tout ce socle-là, je vais le diffuser auprès des joueurs. Je sais que le PSG, chez les jeunes, il y avait une identité. Quand je jouais contre le PSG, moi je savais que j'allais pas avoir la balle. Je ne vais pas te mentir, j'allais jouer au camp des loges, là, je savais que je touchais pas la balle. Donc tu vois, est-ce que c'est toujours cet ADN-là que vous avez? On a toujours cet ADN. C'est ça qui m'intéresse, comment vous travaillez sur ça? En fait, oui, on a toujours cet ADN de vouloir avoir le ballon sur cette possession. Et après, c'est comment on va l'avoir. Est-ce qu'on peut l'avoir indéfiniment comme à l'époque? Maintenant, on a une possession beaucoup plus courte en termes de nombre de passes. On est capable d'aller sur la transition. À quel moment on va l'avoir? Est-ce qu'on va l'avoir un peu plus basse, médian ou beaucoup plus haute? C'est des idées que moi, du coup, je peux pouvoir mettre sur mes équipes, sur mes joueurs, les soumettre au club aussi, pour que justement on trouve une uniformité. Exactement. Aussi, Des nationaux derrière. Voilà, une fois que nous, de cette base-là, on arrive à l'initier, que eux puissent la garder tout au long de leur parcours au sein du club. Magnifique. Voilà. Kaou, vas-y. Non, en 16 ans donc, de carrière, aujourd'hui, tu pourrais nous
nous relater un peu tous ceux qui sont passés dans tes mains et qui aujourd'hui sont pros, même s'ils ne sont pas au Paris Saint-Germain? Oui, j'ai pu avoir des joueurs Parce que intéressants. Quand on rentre en 12-13 ans, c'est pas sûr qu'ils finiront pro. Donc, C'est clair, mais non. Pour savoir la quantité à peu près. Il y en a beaucoup là, si on prend les plus récents. C'est tout ce qui est Mbaye, Edi Djali, Mayoulou, Warren. Alors, sur cette génération-là, je pense que la philosophie du Paris Saint-Germain a changé. C'est-à-dire que maintenant on les donne. Mais moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ceux d'un tout petit peu avant. Est-ce qu'il y en a eu Avant que les Qataris arrivent? Ceux un peu avant. Parce que là, on les voit tous, effectivement, ils brillent, donc on se dit, waouh, magnifique le centre de formation de Paris Saint-Germain. Mais avant, il n'y avait aucun jeune qui sortait. Non, oui, et puis il y a forcément des échecs quand même. Oui, il y a eu Hervino Ogenda. D'accord. Après, Coman, il est sorti. Ouais. Mais il y a eu. Qui d'autre après? Là, il n'y en a pas eu tant que ça. Après, il y a ces Baybek. Ouais, Nkunku, non, Nkunku qui est coach Nkunku, mais voilà, c'est cette génération. Mais Nkunku, il a réussi aussi. Bien sûr. Il a bien marché aussi, que ce soit au Paris Saint-Germain, parce qu'il a joué avec notre équipe première aussi, donc ça a bien tourné pour lui. Et Rabiot, tout ça aussi, la génération. En fait, quand moi je suis arrivé, c'était eux au Paris Saint-Germain. Donc du coup, c'est eux qui arrivaient et c'est avec eux. Moi, je les ai pratiqués une année et demie. Et après, derrière, tu as tous les jeunes qui sont arrivés. Si je peux me permettre, Farid, là, parce que c'est mon truc, la formation, là. Par rapport à un enfant de 12-13 ans que tu as pu voir, que tu as senti très bon à 12-13 ans, comment tu peux nous dire un peu sur le volume que tu avais, ceux qui ont pu confirmer à 16-17 ans, et au contraire, peut-être d'autres que tu n'as peut-être pas vu au départ, qui avaient des qualités, mais qui après, t'as pas surpris, mais il a développé quelque chose plus tard. Après, moi, je suis pas un magicien ou autre. Généralement, honnêtement, je sais que la vérité d'aujourd'hui, c'est peut-être pas celle de demain. Exactement. Ouais. Je sais que le football à 8 et des profils qu'on va avoir à 11 sont complètement aussi différents. Et il y a des maturités chez certains joueurs, qui vont arriver à maturité un peu plus tard. C'est clair. Après, il y a des choses qui vont pouvoir, entre guillemets, être bien ancrées chez le joueur. C'est par exemple, si quelqu'un qui a une très bonne relation ballon sur sa technique, ça c'est bien ancré. Donc quand il va grandir, il aura quand même cette relation ballon, parce qu'il va continuer à la travailler, à la développer. Donc on peut se dire que c'est un joueur à 12-13 ans qui, quand il va être en 16-17 ans, ça va être ce profil intéressant au milieu de terrain, parce qu'il a une bonne relation ballon. Après, est-ce qu'il va jouer à tel ou tel poste, ça peut évoluer. Mais vous laissez le temps de pouvoir aussi se développer, en fait, parce que on le laisse, nous, maturité tardive, tu le vois, quoi. Voilà, le club, mais aussi chaque coach. Moi, je prends un exemple tout récent. L'année dernière, j'avais un excentré gauche qui était très performant avec moi sur tout de suite le foot à 11. Grosse qualité de vitesse, très technique, une grosse qualité de centre. Il est monté d'un cran, il a pris un peu plus en muscle. On l'a fait un peu reculer parce qu'il est très puissant, on le fait partir d'un peu plus loin. Parce que tout de suite, plus haut, il a moins d'espace pour utiliser sa vitesse et autres. Et comme il a pris en muscle, bouger son corps, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, on le fait partir de derrière et il est beaucoup plus à l'aise. Donc là, il joue latéral. Et quand il part, forcément, c'est beaucoup plus... Parce que toi, tu es dans la transition, parce que moi, je suis aussi un peu responsable d'un club de foot, un petit club de footballeurs en école de foot. Et toi, tu as cette transition du foot à 8 au passage à 11 aussi, le foot à 11. En fait, cette transition, nous, on l'a en douceur. Parce qu'au Paris Saint-Germain, jusqu'à U11, on joue à 8. Après, arrivé en U12, on joue à 9, sans foot à 11. D'accord. Et à 10 sur la deuxième partie de saison. C'est-à-dire que quand ils arrivent en U13, ils ont déjà des aspects. Et nous, on commence un peu à dessiner des joueurs plus ou moins défensifs, offensifs. Mais les postes peuvent être évolutifs. Kaou, tu observes aussi, je présume, l'attitude des jeunes en dehors du terrain. Oui. Et par exemple, à l'école ou dans leur environnement familial. Oui, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on part toujours, comme je l'ai dit, de faire de bons garçons avant de faire de bons footballeurs. Et on ne va pas rentrer dans les notes parce que ça, c'est propre à chaque enfant, chaque compréhension et autres. Mais il y a un truc qui est commun à tous, c'est l'attitude. L'attitude, si quelqu'un est à l'école et fout un peu le bordel, on sait qu'au foot, on a ce levier pour pouvoir lui dire « Coco, si tu fais là-bas, il se peut que peut-être dans un vestiaire, tu vas avoir ces mêmes attitudes. » Donc, pour maîtriser, entre guillemets, un peu cet aspect éducatif, on est en relation avec les collèges, les CPE, des fois des professeurs principaux,
pour que justement, si à l'école, en termes d'attitude, ça va beaucoup trop loin, on sera aussi sanctionné par ce levier-là, parce qu'on le fait même avec nos joueurs de formation. D'accord. Nos joueurs en formation, et ça peut aller des U16, U17, voire les U19, voire même les U23. Bon, quand dans l'attitude, on n'y est pas, que ce soit dans le scolaire, à l'internat ou sur le terrain, on arrive à avoir ce levier dans le foot qui fait que on va t'enlever un peu de temps de jeu et forcément, des fois, ça pique un peu plus. Avant, peut-être une dernière question de Mohamed et Daoud. Moi, petite parenthèse sur ta carrière de footballeur. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais je crois que tu as côtoyé un certain Franck Ribéry Oui, du côté de Brest. c'est ça. Est-ce qu'il en existe encore des joueurs de ce niveau à l'heure actuelle, selon toi? Oui. Il y a Après, est-ce qu'ils vont atteindre ce niveau-là? Je ne sais pas. Mais on a des joueurs qui sont très très bons dans le dribble, dans cette percussion. On en a, que ce soit dans le championnat de France ou dans les championnats étrangers. Mais oui, il y en a. Chez les jeunes, il y en a aussi. Après, libre à chaque entraîneur, selon les philosophies et les personnalités, de les laisser s'exprimer. Nous, au Paris Saint-Germain, on laisse parce qu'on sait que c'est des profils qui seront amenés justement à évoluer. Et c'est aussi les demandes de club. Donc le dribble, à bon escient, bien entendu, Efficace. et était efficace, c'est une arme. Et surtout, si c'est sa qualité forte, du coup, c'est après tout ce qu'il va faire avec ce dribble-là, ou qui vont faire. Mais oui, des joueurs de sa qualité, on y en aura encore, j'espère. Et J'espère aussi. C'est important. oui, pour le football et pour le spectacle. Exactement. Messieurs, dernière question. Pas pour faire le buzz, mais il y a eu des remous ces derniers temps par Paris Saint-Germain. Oui. Avec le directeur technique, là, Cabaye. Le directeur du centre de formation. Du centre de formation. Est-ce que ça vient jusqu'à chez vous ou... Non, parce que ce sont des choses qui se font, comment dirais-je, loin déjà des jeunes, des joueurs et autres. Et on a cette qualité, en tout cas même Johan a cette grosse qualité de garder ça là où il faut le garder. Donc, si c'est mais dans vous des êtes rattaché bureaux à lui ou pas du tout? Comment? Vous êtes rattaché à lui ou pas du tout? Tout le club est rattaché à lui parce que, ouais. voilà, je dirais que ce soit les tout petits, l'association jusqu'au U23, c'est sa méthode ou la méthodologie de travail du Paris Saint-Germain qui doit nous garantir. Et il nous garantit ça. D'accord. Il nous garantit ça. Donc, il a un œil proprement dit sur la formation et la formation. Mais il a un œil aussi sur tout ce qui se passe en école de foot, parce que le recrutement commence déjà dans notre école de foot. C'est vrai. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est impliqué et qui donne beaucoup d'intérêt aussi à toutes les catégories du Paris Saint-Germain, et c'est une force. D'accord. Ouais, c'est une force. Après les remous, un peu comme dans tous les grands clubs, il y a des choses qui nous dépassent, en tout cas nous, terrain. Donc tant que on est préservé de ça et il le fait bien, tant mieux. Non, c'était pas pour faire la polémique, mais bon, Non, on n'est pas à c'est- l'intérieur et qu'on parle de ta catégorie, c'était pour savoir s'il y avait du lien véritablement des pros jusqu'à l'école de foot. Les pros, le lien le font avec les équipes qui vont être beaucoup plus proches qu'elles. 19, tout ça. Voilà, les 23 et les 19. Mais lui, Johan, oui, a un lien et fait le lien avec toutes les catégories. C'est important. Après, de peut-être le pas rappeler. directement, parce que des fois, il va parler qu'au coach, des fois, il va parler au coordinateur, des fois, il va parler au directeur de la préformation ou autre, mais il y aura toujours un lien avec ces équipes-là. Dernière question, Daoud, avant de passer au débat. Est-ce que dans la méthodologie de travail que tu as toi et celle du club, vous avez des influences espagnoles par rapport à Luis Enrique, sa façon de jouer, par le jeu de position, etc. Parce que je sais que pendant longtemps, on a eu du mal en Youth League. Là. Oui. On n'allait pas loin alors qu'on était comme le PSG. Quoi. Mm. Là, on voit que moi, j'ai regardé un petit peu la façon de jouer. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de principes de jeu qui découlent un peu du football espagnol, peut-être moins du football, on va dire, français. On est beaucoup dans la valeur athlétique, etc. Donc, est-ce que tu le ressens, vous le faites ou pas du tout? Je ne sais pas si c'est une influence espagnole ou autre, mais ce qui est sûr, c'est que je prends par exemple sur la Youth League, oui, ça va découler et ça découle des pros parce que c'est un objectif club. Nous, notre Luis Enrique, le coach de l'équipe professionnelle, aimerait et veut que les joueurs s'imprègnent justement de ce que lui veut mettre sur les équipes. Et toi, chez les jeunes, comment ça se passe justement avec les catégories nous, du coup, ou- c'est beaucoup plus compliqué parce que plus on descend, plus les profils sont beaucoup moins dessinés. Donc, on va avoir des profils beaucoup plus techniques, des retards morphos, des grands. On va avoir plusieurs diversités dans le joueur qui fait que
même si des fois on veut jouer un peu plus direct, on ne va pas pouvoir parce qu'on va avoir des attaquants peut-être un peu plus petits, ou si on a des défenseurs un peu plus costauds ou des attaquants plus costauds, on va s'en servir aussi parce que faut pas non plus que leur qualité ça me nuise au fur et à mesure, mais on essaie de garder une ligne directrice qui fait que sur tout le club, oui, on essaie de faire en sorte. Parce que je vois sur les. Pardon, on va faire 2 secondes. C'est juste parce que je sais qu'en 14-01, 16-01, l'équipe de l'assaut là, je sais que le football francilien c'est très athlétique. C'est ça à ce niveau-là. Je sais que le PSG essaie de jouer, mais souvent t'es en difficulté par rapport à ça. Oui, parce qu'on leur propose des blocs bas et une grosse intensité. C'est ça. Est-ce que malgré ça, on veut quand même développer et puis s'adapter parce qu'on n'a pas le choix. En fait, on va s'adapter à un moment donné parce qu'on veut chercher des points. C'est ça, c'est ça. Comme on veut chercher des points, voilà. Mais il ne faut pas que justement le résultat dénature complètement le travail de formation. Donc, pour l'instant, on est toujours dans ces divisions-là, tant mieux. Mais ça ne sera pas un drame si malheureusement, on était en 18 terrain, on est descendu en R2. Ça n'a pas complètement explosé les formations ou les joueurs ou autres. Mais à un moment donné, quand on veut se maintenir, on va se dénaturer un tout petit peu. On va faire un peu moins de passes, jouer un peu plus direct parce qu'on va s'adapter quand même au football qu'on va nous proposer. Kaou, merci, c'était vraiment très intéressant. Avec plaisir. On pourrait parler pendant des heures et on aura le plaisir de te retrouver pour une prochaine invitation. Il est à 19h28 bientôt, toujours en compagnie de Daoud et de Mohamed. On revient sur le tremblement de terre africain. Le 100% football amateur, le débat. Une canne gagnée, puis retirée sur tapis vert, 58 jours après la finale. L'affaire Sénégal-Maroc interroge, questionne. Le football africain se tire-t-il une balle dans les pieds ? Avant de débattre sur le fond, messieurs, on va faire un petit tour de table. Quelle a été votre réaction en un seul mot, mardi dernier ? Mohamed ? Stupéfaction. Daoud ? Il m'a enlevé le mot de la bouche. J'étais stupéfait quand j'ai lu ça. Stupéfaction. Kaou ? Honteux. Samir ? Choqué. Au moins, tout a été dit. Et pour ma part, c'était un peu pareil. Donc, Mohamed, je vais te redonner la parole. C'est vrai que je l'ai même lu, et certainement toi aussi. Les propos aussi de Claude Leroy, si pitoyables pour l'image que donne la CAF. Cette décision donne une mauvaise image du football africain. Qui plus est, toi, tu étais sur place. Oui, j'ai eu la chance d'assister à la finale. Donc, effectivement... il s'est passé beaucoup de choses sur le terrain, parce que l'histoire de la serviette, moi j'étais juste derrière, donc j'ai vu du début jusqu'à la fin cette histoire-là. Non, c'était pas moi, mais j'ai vu cette histoire-là du début jusqu'à la fin. J'ai vu ce qui se passait en tribune, donc c'est vrai que ça a été dommage pour le football et beaucoup d'images n'ont pas été diffusées, mais c'est vrai que déjà, moi je voudrais déjà dire que c'était une super CAN. Exceptionnel, des stades exceptionnels, que ce soit à Tanger, à Casa, à Rabat, c'est des stades magnifiques et exceptionnels, une organisation exceptionnelle. C'est dommage que cette finale-là, on oublie tout ce qui s'est passé, parce que vraiment ça a été une très belle CAN. Après, pour en revenir au sujet, après il y a une réglementation. Est-ce qu'aujourd'hui le Maroc est en tort ou pas ? C'est difficile à dire. On peut dire... honteux, des choses comme ça, mais il y a une règle en amateur. Je pense que à notre niveau, si on avait fait ça, on aurait eu le match perdu. Maintenant, il faut voir véritablement, là, ils disent que tous les Sénégalais n'ont pas quitté le terrain, donc est-ce que ça veut dire que tous les... Voilà, Est-ce que l'arbitre a sifflé ? Est-ce que l'arbitre, parce que normalement l'arbitre doit siffler la fin du match, c'est quand même le garant de la compétition, donc là, on va forcément aller au tribunal. Ils vont aller certainement au TAS. Il va falloir une décision pour bien appliquer la réglementation. Mais il faut rappeler que le Maroc avait gagné en 1976 de cette façon-là aussi. Donc voilà. Donc c'est difficile à dire. Nous, on est footballeurs, on est des passionnés. Tout à l'heure, M. Diallo, il expliquait que les gamins ils devaient être passionnés. Nous encore, à notre âge, on est encore passionnés. Donc dans la passion de cette CAN qui a été encore une fois magnifique, on se désole de voir cette finalité, parce qu'il y a eu un vainqueur. Et ils n'ont pas volé sur le terrain, ils n'ont pas volé, ils ont été meilleurs sur ce match-là que les Marocains. S'ils mettent le penalty, il n'y a plus ce débat-là. Ils ne le mettent pas. Aujourd'hui, ils l'ont perdu. En tant que footballeur et entraîneur amateur, moi je dis que c'est pas normal. On ne devrait pas revenir en arrière. Daoud ?
Bah déjà, là, il y a beaucoup d'erreurs en fait, parce que l'arbitre, tu quittes le terrain, et Mohamed il le disait, en amateur tu quittes le terrain, on n'en parle plus. L'arbitre doit siffler, enfin déjà ça commence là. Après tu rends un verdict, mais parce qu'en Turquie il y a eu un événement déjà avant. Il y a une équipe qui a quitté le terrain. Tout de suite, ils ont été condamnés. Même en Tunisie, je crois. Voilà, direct, c'est match perdu. l'UEFA, L'UEFA, ça a été sanctionné. Et ça fait un rebond. Mais vous, à la CAF, vous avez fait quoi? L'équipe de Sénégal est quittée, vous avez rien fait en fait. C'est un peu jurisprudence là. Exactement. Et donc tu gagnes, 2 mois après. Moi, quand j'ai vu ça déjà, quand ils avaient quitté le terrain, je dis, mais je me suis pris la tête dans les mains. C'était une super canne. On va retenir ça. Exactement. Et revenir 2 mois en arrière, mais ils l'ont gagné le Sénégal. Tu dois faire la fête. Alors sur les papiers, tu vas gagner la CAN. Mais ça a dénaturé complètement tout ce qui s'est passé avant et l'esprit du foot. Et on va oublier ça. perdu, là. Exactement. Kaou, un mot. Moi, j'ai dit honteux par rapport à la décision. La décision, comment elle a été prise. En fait, c'est pas le fait de la CAN, parce que la CAN, elle était top, honnêtement. Que ce soit en termes d'installation. De jeu, de fête, populaire. Et même, on n'en parle pas beaucoup, mais sur les retransmissions, il n'y a eu pas de bug. À la télé, ça passait clair. Donc, bravo déjà au Maroc pour ça. Bravo aux équipes aussi, parce que même toutes les équipes, en termes d'attitude, ont été nickel, très pro. Après, cette finale, elle était bien partie. Ça a été bien parti. Oui. Et le fait de jeu, penalty, pas penalty, oui, l'erreur de pouvoir dire on rentre, on s'en va, à ce niveau-là, du jamais vu. Ou même si c'était vu, derrière, nous en amateur, on peut le faire, mais on aura toujours 3-4 qui vont nous dire les coachs, déconne pas, on va aller à la Ligue un mardi soir, ça va être galère. Donc, tout de suite, et en plus, la Fédé, quand on arrive sur les niveaux N3, N2, ça tranche tout de suite. On prend le règlement et pas tout de suite, on va sanctionner le club, les points, le coach, le capitaine. Donc, ok. Derrière, comme on a dit, on reprend, on joue. Est-ce qu'ils ont tous quitté ou pas quitté? Une enquête va être faite et a été faite. Est-ce qu'elle a été bien faite ou pas? Il y a eu des démentis sur ceux qui ont participé ou pas au jury. C'est vrai. Et c'est tout ce côté-là, en fait, qui est honteux, parce qu'on donne une image du football africain encore un peu plus désastreuse que certains, par préjugés, ont déjà. Voilà. Alors qu'on serait sorti grandi avec une canne. Avec une canne comme celle-là, on aurait eu encore beaucoup plus de crédibilité. Surtout après celle de la Côte d'Ivoire. Parce que les sélections, les clubs, c'est le rapport sélection-club, soit beaucoup plus clair. On veut un joueur africain, non, vas-y. Parce que maintenant, la CAN, ça a du crédit. C'est vrai. Alors qu'avant la CAN, on avait déjà des joueurs qui étaient un peu bloqués jusqu'au dernier moment par leur coach et autres. Donc, quand je dis honteux, c'est vraiment en fait tout ce truc autour qui a fait qu'on a d'une super CAN, on passe à un événement qu'on va retenir et qu'on retient comme ça. Parce que le côté sportif, oui, il a loupé le penalty. Derrière, prolongations sont là. Le Sénégal le gagne sur le terrain. Est-ce que le Maroc a tort ou pas de passer par les instances? Parce qu'on ne peut pas leur en vouloir aux Marocains. Non. Sur le terrain, ils ont joué jusqu'au bout. Ils ont été jusqu'au bout aussi. Ils ont regardé les Sénégalais soulever la coupe chez eux. Et 2 mois après, on ravive un peu une blessure qui était un peu fermée. Et nous, au Paris Saint-Germain, on a Achraf Hakimi qui a dit qu'il ne voulait pas être champion. Il ne voulait pas la médaille. Moi, je ne veux pas. Magnifique. Voilà. Et Idrissa Gueye qui va faire le tour pour récupérer toutes les médailles, peut-être, s'il veut les donner. Non, mais moi, je pense que... Un mot, Samir. Voilà, moi, je pense que le fait de jeu, parce qu'il y a eu un fait de jeu, et le penalty, c'était une finale entre les 2 meilleures équipes, peut-être, d'Afrique. Sur cette compétition. Sur cette compétition-là, et même sur la durée, là, sur les dernières années, c'est les 2 meilleures années. Voilà. Sauf que, moi, je pense que la frustration, c'était surtout avant le pénalty. Parce que le pénalty, il y avait pénalty. Mais il y a eu un but juste avant. Et le retour pour revoir la VAR. Le but qui a été refusé. Le but qui a été refusé. Mais l'arbitre a sifflé tout de suite. Ouais, il a sifflé tout de suite, mais ils sont pas. Ouais, mais le problème. C'est ça. Il a sifflé. Mais le problème, c'est cette frustration aussi. C'est cette frustration, oui, mais c'est cette frustration qui a engendré un petit peu le pénalty. Parce que le pénalty en lui-même, il y a pénalty. S'il n'y avait pas eu cette frustration juste avant. Mais le problème, c'était sur plusieurs matchs comme ça, où il n'y a pas eu de retour sur la VAR.
Bon, je sais pas, moi je suis algérien, peut-être que on va me dire un peu, je suis Ah, chauvin, mais les mais- Marocains vont te dire qu'ils ont été floués aussi. Sur Oui, non, mais bien sûr. Moi, c'est toujours l'interprétation. Oui, non, mais exactement. L'interprétation. Mais par exemple, C'est toujours pareil. si on revient sur l'Algérie aussi, par exemple, juste le match d'avant, La main. la main, et il y avait le le match Cameroun. 0-0, Ouais. le Cameroun, Ouais. le Maroc pénalty, aussi. il y a mais pénalty. voilà, Le il y a- Burkina. il y a- alors les retours à la VAR, c'est ça. Et après, moi, c'est ce qui me. Bon, c'est pour ça que je disais que j'étais choqué. C'est cette durée de 2 mois, bon, c'est vrai. Et maintenant, on a cette suspicion de corruption. C'est ça. Alors maintenant, on a tout le monde dit voilà, il y a eu sûrement eu de la corruption pour revenir en arrière comme ça, sur une décision comme ça. Et c'est ça qui on a voilà, oublié on n'est plus l'organisation, crédible la fête pratiquement populaire. sur la fête populaire exactement. Et on n'est plus crédible par rapport à ça. Cette durée-là, ça aurait été fait peut-être aller en 1 semaine, peut-être. Exactement. Peut-être. Mais là, les 2 mois, ça veut dire qu'il y a eu des dessous, Ah, on va dire. le cours de Ouais, la tout vie. le monde se pose peut-être des mauvaises questions. Mais voilà, c'est cette suspicion qui me dérange le plus. C'est vrai, Voilà. c'est vrai, c'est compliqué. Et, On verra voilà. ce que va donner la décision du TAS. Hein, mais bon. Sinon, c'était voilà, une belle belle compétition. calme. Moi, j'ai eu la chance de la vivre avec Mohamed Tazamouche sur WhatsApp, parce qu'il faisait partager tous les. Et c'est vrai moi que aussi, j'en ai profité. Il y a aussi. des Ouais, exactement, privilégiés, il y a des c'était privilégiés. bah oui. Mais c'était des beaux stades, des beaux matchs, voilà, c'est une belle. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci messieurs. Bon, on doit s'arrêter là pour le débat, mais on aurait pu également en parler pendant des heures. Il est 19h bientôt 38. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus sur RGB 99.2 FM au 100% en football amateur. On termine avec un coach au chômage forcé. Le 100% football amateur, l'interview. Après plusieurs Le 100%. Après plusieurs saisons sur le banc de l'US Torcy, Samir Salah a décidé de tourner la page. Si les raisons officielles évoquent la fin d'un cycle, certaines interrogations subsistent sur le climat interne au club et les éventuelles tensions qui auraient pu précipiter sa décision. Samir, première question toute simple, comment ça va aujourd'hui ? Son club. Merci, très bien. Bon, c'est la première fois que j'ai été limogé d'un club. Bon, ça fait 30 ans que j'entraîne. Ça fait plus de 30 ans que j'entraîne. Bon, après j'ai eu la chance de... C'est la première fois, comme disent mes enfants, que j'ai passé le ramadan ensemble avec mes enfants. C'est la première fois, j'en ai profité. J'ai passé un bon mois. Voilà, c'est... Bon, on a toujours cette adrénaline qui nous manque aussi par rapport au terrain, aux entraînements. Mais j'ai pris un peu de recul quand même. Un peu de recul. Voilà, un peu de recul et... j'ai regardé des matchs de football, ça m'a permis un peu de changer. Voilà, Essayons Samir, et pour les auditeurs auditrices, essayons de mieux te connaître. Tu as réussi quand même, il faut le dire, à faire monter Torcy en National 3 avec des moyens limités. Qu'est-ce que cette réussite dit de ta méthode de travail comme entraîneur ? C'est ce que j'ai fait à Mis Meaux. à part magicien. Bon, merci, c'est gentil, mais c'est ce que j'avais fait à Meaux, parce que à Meaux, j'ai entraîné 13 ans l'équipe première, où j'avais pris l'équipe... qui était pratiquement relégable en R2, on est monté jusqu'en National 3. J'ai maintenant souvenir d'avoir joué Diallo quand il était avec Carlos au PSG, souvent avec Mo. Et voilà, je suis resté quand même 13 ans, c'est long. Ah oui, oui. Après j'ai repris comme un accord avec le président qui voulait plus monter, mettre des moyens pour au moins se maintenir en National 3, j'ai décidé de quitter Meaux pour aller à Torcy, qui était en R1, avec très peu de moyens. Avec aussi, il y avait des moyens juste avant moi. Et quand je suis arrivé, Il n'y en avait plus tout d'un coup. Il n'y en avait plus d'un coup. D'accord. On est reparti avec l'équipe la plus jeune pratiquement en France. Après, d'accord. Ouais, où j'ai pu récupérer des joueurs qui habitent pratiquement, parce que financièrement c'était un peu dur, des joueurs qui habitent dans les environs. Et on a réussi dès la deuxième année à monter en National 3. Et on s'est maintenu l'année passée aussi avec le plus petit budget en National 3. Et cette année aussi avec un seul contrat fédéral. Bravo, Voilà, avec un Samir. seul contrat fédéral. Avec peu de ressources, mais donc des bons résultats, tu viens de les mentionner. As-tu parfois eu le sentiment que le travail accompli n'était pas toujours reconnu à sa juste valeur ? Alors, le problème dans des clubs, c'est que il y a une reconnaissance de certains, d'accord ? De certains. De certains, pas tous. Voilà.
Tout le monde peut être d'accord avec moi ou pas, ça c'est autre chose. Mais il y a des gens qui sont un peu plus ambitieux, qui ont les dents qui rayent le carrelage, comme on dit, le sol. Parce que c'est vrai que d'où on est parti, et l'équipe comment a été formée, c'est une très belle équipe de Torcy. Il y a une très belle équipe. Là, on n'avait pas les résultats escomptés, mais l'année passée, j'avais à la trêve 11 points de retard. 11 points de retard. Et on a réussi à faire une série. Sur les matchs retour, on a pratiquement presque terminé premier. D'accord. Deuxième du championnat sur la phase retour. Et cette année, je suis reparti pratiquement avec le même groupe, avec quelques renforts. La mayonnaise a eu du mal à prendre. Là, on avait 3 points de retard sur le premier non relégable. Et Mohamed le sait, mais j'ai insisté à recruter. Le président m'avait dit de recruter un attaquant. J'ai recruté un attaquant le dernier jour, même la dernière heure du mercato. Un très très bon joueur qui s'appelle Jebnoun, et qui était à Châteauroux, à Neuilly, Châteauroux, Balagne en début d'année, en National 2. Et je l'ai pu le récupérer la dernière journée. Et j'en ai pas profité. Dans la semaine, j'ai été poussé vers la sortie. Et comment tu expliques, avant de laisser la parole à Daoud et à Mohamed, comment tu expliques cette poussée vers la sortie Est-ce que toi, tu y pensais déjà un petit peu ou finalement, toi, tu te voyais terminer cette saison? Alors, je vais pas faire les hypocrites. Déjà, l'année passée, Déjà l'année passée, voilà. Déjà, l'année passée, c'était... moi, ça fait pratiquement un an que j'ai... l'épée Damoclès. Ah oui. Ouais, exactement. Voilà. En interne, hein. En interne, oui, exactement. Mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes, voilà, qui font après. Et qui sont actuellement dans le club. Qui sont toujours actuellement dans le club. Et ils attendent de former, parce qu'ils prennent jamais l'équipe quand elle est en difficulté. D'accord, où il n'y a pas de groupe. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Exactement. Où il n'y a plus d'argent. Là, maintenant, il y a des rentrées d'argent qui vont rentrer. D'accord. Il y a beaucoup d'argent qui vont rentrer. Depuis que tu es parti. Oui, mais même, exactement. Avec les futurs transferts signatures. Oui, des signatures. Il y a des très grands joueurs il y avait Colomoni, il y a Ajmoussa, il y a Kliwouch. Tout ça, c'est des joueurs qui vont être transférés. Et c'est des rentrées d'argent. Voilà, exactement. Transfert. Et Gemini aussi. oui, Mini, exactement. Il y a beaucoup, tous les ans. Et c'est un club formateur, Torcy. Oui. D'accord, c'est un club formateur. Mais il y a beaucoup aussi d'intérêts personnels des gens qui sont dans le conseil d'administration, qui sont pour des intérêts personnels, d'accord, qui veulent toujours avoir la même mise. Moi, le club a toujours été géré un petit peu par les quartiers. Ça fait 4 ans, il n'y en a pas un qui est intervenu. Ça dérange beaucoup de gens aussi. On a essayé de vouloir même presque, mais indirectement, de m'imposer des joueurs qui habitent le quartier. Moi, j'ai dit s'ils ont niveau, ils joueront. S'ils n'ont pas niveau, exactement, ils joueront en B ou en C ou en U20. Voilà. Et ça dérange beaucoup de gens, ça. D'accord. Et c'est fréquent dans beaucoup de clubs maintenant. En tout cas, ça l'était donc, selon tes dires, du côté de Torcy. Je laisse la parole à Mohamed, qui sourit déjà. Je ne vais pas être objectif, parce que Samir, c'est mon frère, hein, c'est la famille. C'est vrai ce qu'il a subi, j'aurais pas pu le subir. Moi, il le sait, on a beaucoup échangé. Moi, ça ferait 1 an que j'aurais été au conflit. Lui, il a été patient déjà l'année dernière. Je l'informais de temps en temps. Tu as connu déjà cette pression et tu avais décidé de partir dans certains clubs. Oui, c'est ça, effectivement, parce que on a chacun son caractère et effectivement, moi, j'ai pas la patience qu'il a eue et je lui tire mon chapeau parce que il a été très patient, puisque l'année dernière, à la même époque, c'était déjà, je l'informais que ça allait être difficile pour lui la fin de saison. Il a fini, il est reparti, donc je vais pas être objectif. Pour moi, aujourd'hui, c'est un super coach. Il l'a dit, il a parlé de mots. Voilà, on se connaît depuis plein d'années. On a fait des formations ensemble. On a été au district de Seine-et-Marne. On a encadré je ne sais pas combien de stagiaires. Tout à l'heure, on parlait du CFF, alors que nous, à l'époque, on appelait ça l'animateur. Voilà. Une question pour Samir. Une question, ce serait qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Après, moi, je peux le dire parce que j'ai souvent été au front, donc j'ai été sans club. Toi, c'est la première fois que tu te retrouves dans cette situation. Tu l'as dit, c'est la première fois que tu as été écarté, mais parce que tu es resté longtemps dans 2 clubs ces dernières années. Quelle va être
ta philosophie, ta patience, l'amour du foot. Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui pour demain oublier cette étape-là et puis repartir? Alors, moi je suis un passionné. Je ne dis pas que la division ne me dérange pas. S'il y a un projet qui est intéressant, je ne voudrais pas partir maintenant dans une galère. Comme par exemple à Torcy, je suis parti, il n'y avait plus de joueurs, il n'y avait plus rien. À Meaux, j'avais fait la même chose. Là, je voudrais bien aussi un petit peu être ambitieux et avoir peut-être une équipe avec un président qui a un projet et ramener ma pierre à l'édifice pour faire progresser. Mais est-ce que tu vises un niveau minimum? Ouais, je pense que nous on a les diplômes requis avec Mohamed Tazamouche et moi, on a les diplômes requis pour entraîner jusqu'en National 2 avec le DES. S'il y a un club de National 2, mais c'est très très dur maintenant. Non, mais minimum, le niveau minimum. Le niveau minimum, ça dépend. Je peux très bien prendre une R1. D'accord. Je peux très bien, mais ambitieuse. D'accord. Je peux très bien. Après, Meaux, c'est chez moi. Ça, c'est une aparté. Famille. Voilà, exactement. C'est la famille. C'est la famille. Voilà. Et on va dire, pour dépasser, je peux mais une R1 ambitieuse. Voilà. Tu dis pas non. Je ne dirais pas non. D'accord. Mais vraiment ambitieuse. Voilà. D'accord. Daoud, une question. Moi j'ai une question. Justement, c'est intéressant parce que il y avait l'instabilité déjà à Torcy avant. Le directeur technique était parti. Oui. Voilà. Et qui avait construit toute la catégorie jeune en formation à un préfaux. Donc c'est déjà instable. Sachant que dès la première année, tu avais l'épée de Damoclès. Est-ce que tu avais des propositions pour partir? Et pourquoi tu n'es pas parti justement sans ce truc-là? C'est une interrogation que j'ai en tant que coach. Alors, tu sais, moi, Mohamed le sait bien, mais pratiquement tous les joueurs, j'ai une affinité avec eux. Je suis très très proche, c'est pratiquement moi qui les ai ramenés. Je me considère un petit peu pour, je sais pas, peut-être leur père ou leur grand frère. Ouais, d'accord. Je comprends. Le lien est très fort. Certainement, quand tu formes un groupe, et là, il y a un groupe exceptionnel. Voilà, d'accord. Voilà, que je dis pas que j'ai formé, parce qu'il y a aussi mes adjoints avec moi, même le président. Hein, même le président. Parce que même le président n'était pas pour mon départ. D'accord. Mais voilà, il y a eu des pressions. Parce qu'il y a un bon président qui fait beaucoup de choses pour le club, mais il n'a pas toujours toutes les décisions. Voilà, il y a toujours des gens qui sont très influents. Voilà. C'est l'attachement à ton groupe qui a fait en sorte que il y a aussi ça. Après, aussi, malgré. Après, il ne faut pas se le cacher. Quand tu évolues en National 3, c'est un plaisir aussi, parce que là, ça permettait aussi aux jeunes joueurs et à moi aussi de rencontrer des clubs comme je sais pas moi, mais Evian Tonon-Gaillard. Oui, des clubs pro, l'ancien pro. On était à l'Est, Mulhouse, des anciens clubs. Moi, je suis en Ligue 1, tout. Mulhouse, j'ai connu Evian, tout ça, c'était des. Qui était en Ligue 1. En Ligue 1, exactement. Bon, il y a les réserves. Besançon. Les réserves pro, tout ça. Il y a tout ça. Et c'est aussi des bons matchs. Là, on n'était pas dans la bagarre, on va dire, dans un groupe. Voilà, exactement. Même où c'était que de la région parisienne. Là, je prenais quand même du plaisir. Ouais, je comprends. Voilà, je prenais quand même du plaisir. Samir, avec le recul, penses-tu que ces incompréhensions ou ces tensions auraient pu être évitées? Ou le mal était profond depuis la saison dernière? Non, c'est un certain temps. Mais c'est pas sur la durée, non. Sur la durée, non. C'est pas possible. Il y a eu tellement de... Tu sais, moi j'ai fait 4 ans quand même à Torcy. Tout le monde me disait je ferais peut-être 1 an. D'accord. Voilà, 1 an. C'est comme à Marseille, en fait, une saison à Torcy. Moi, j'ai fait 5 ailleurs. Exactement. Moi j'ai fait 4 ans. La plupart des entraîneurs qui sont venus avant, comme Mohamed, il a entraîné, il n'a pas... C'est son caractère, il n'a pas tenu. Voilà, hop, tenez l'équipe. Ah, du coup, tu es passé par Torcy aussi. Oui, Mohamed, il est passé par Torcy, mais il y a eu plusieurs entraîneurs avant moi, mais qui sont restés très très peu. Pas longtemps. Et je voudrais aussi revenir, parce que tu dis que tu avais quand même une certaine... côté familial avec ce groupe. Oui. Hein, qu'est-ce que t'ont dit ces joueurs lorsqu'ils ont appris ton départ? Bon, après, la plupart, tu sais, ne peuvent pas s'exprimer des fois devant tout le monde, mais bon, tout le monde m'a envoyé tout le monde m'a envoyé pratiquement des messages. Mais après, voilà, je sais, il y a toujours dans un groupe... Tu peux satisfaire 80%, il y en a 20%. Les remplaçants, forcément, étaient connus au départ. Il y en a qui sont qui jouent, voilà, c'est le football. Ils ont pas à se plaindre. Voilà, après, il y a aussi
et des promesses qui ont été faites juste après. Après, voilà. Bon, on achète des gens. On achète des gens, des joueurs. Voilà, tu auras ça en plus, et ainsi de suite. Ça se passe comme ça. Comme ça, dans le foot amateur, oui. Ça se passe comme ça. Je suis d'accord. L'émission arrive presque à son terme, mais j'aimerais quand même laisser la dernière question à Mohamed. Difficile, j'aurais plein de questions et si on doit rester, non, reste comme tu es. Moi, non, une question. Non, mais voilà, je vais rebondir là-dessus. Reste comme tu es. Maintenant, il faut pas tout accepter. Tu vas avoir des nouveaux challenges. N'accepte pas tout. T'es passionné. Fais pas entre guillemets l'erreur que moi j'ai faite et tu connais mon parcours, ne serait-ce que l'année dernière en prenant un club de National 2 qui était à la rue et qui je suis arrivé, j'avais pas, comme tout à l'heure il a dit, j'avais pas baguette magique et j'ai pas sauvé et j'ai été viré comme un malpropre, donc voilà, reste comme aujourd'hui t'es. Tu referais la même tu prendrais la même décision, Mohamed? Honnêtement, oui. Petit aparté. Oui, je reprendrais parce qu'à un moment donné, quand t'entraînes plus, tu tombes aux oubliettes. Donc si on t'appelle, de toute façon, c'est quoi tout à l'heure, Samir le disait, si on t'appelle, là, tout de suite, c'est parce que le club, il est ou relégable ou il est pas loin d'être relégable. Donc qu'est-ce que tu fais? Toi qui n'as pas de club, tu vas le prendre en espérant qu'avec ta compétence, tu vas réussir à sortir le club. Mais des fois, la matière première, elle n'est pas là et malheureusement, tu peux pas faire mieux. Donc voilà, moi ce que je conseillerais, parce que je suis passé par là plusieurs fois, alors que lui n'est jamais passé, de ne pas accepter n'importe quoi, de bien réfléchir, et puis reste comme t'es, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est que des éducateurs, on en a besoin. Et certains se pensent très bons, mais il faudra voir à la longue, quand on reprend une équipe, la connaissance, trouver des joueurs, faire une équipe, là c'était ton groupe, il vit parce qu'ils ne peuvent pas changer, mais l'année prochaine. Donc voilà, moi ce que je voudrais te dire, et ce n'est pas vraiment une question, mais c'est reste comme tu es, trouve le bon club, parce que tu es quand même plus familial que moi, on va dire, dans un club. Donc je te souhaite le bonheur dans un nouveau club et puis que tu puisses éclater parce que tu donc là, tu l'as entendu en direct, c'est ton agent. C'est mon agent, on se connaît tous les jours, tous les deux, et voilà, quand il est en difficulté, on s'appelle, quand j'étais en difficulté, même, voilà, je peux compter toujours sur Mohamed. Après, trouver un challenge, nous, est-ce qu'on sait se vendre aussi, parce que le problème, c'est ça aussi, c'est que moi, j'ai pas l'habitude, mais est-ce qu'on sait se vendre, parce qu'il y a des entraîneurs qui sautent d'un club à l'autre sans problème. C'est vrai. Et nous, est-ce qu'on sait se vendre? Voilà, ça c'est. Après, nous, le problème, c'est que quand tu es aussi sur la durée, par exemple, à moi, j'ai fait 13 ans et à Torcy 4 ans, les gens disent lui, il est fait que pour un seul club. C'est ça. Ouais. Je dis pas, mais du Giroud, on va dire. Oui. Giroud, est-ce qu'il pourrait aller dans un autre club? On l'a vu après au RC Lens. Voilà, exactement. Cette étiquette-là, il nous la colle un petit peu des fois. Sur celle-là. Même dans le monde amateur. Parce que quand j'ai quitté Meaux, tout le monde disait lui, il fait que pour Meaux. En fin de compte, quand j'ai repris Torcy, on a vu les résultats. Oui. On a eu un bon parcours en Coupe de France, parce qu'on s'est fait éliminer contre le Stade de Reims au 8e tour de Coupe de France, ce que Torcy n'avait jamais connu. Et pourtant, ils ont décidé de... Voilà, c'est le football. Mais bon, après, j'ai connu aussi des bonnes personnes. Il y a aussi une petite affaire aussi avec mon adjoint. Ça a été, un petit peu ce qui a déclenché, c'est qu'il voulait virer un petit peu mon adjoint. Et moi, j'avais refusé au mois de décembre. J'avais commencé avec lui. Ça fait 3 ans qu'il était avec moi. J'avais décidé de finir avec lui. Et ton adjoint est toujours au club? Non. Il est parti avec toi. Non, là, ça serait terrible. Non, mais ils l'ont viré. Dans le football, malheureusement, tout ils l'ont est viré sur possible. lui. Et voilà, c'est des bonnes personnes. C'est des bonnes personnes, mes adjoints. Bon, après, je souhaite le maintien aussi à Torcy. À Torcy, mais ils se maintiendront parce qu'il y a une très belle équipe. Bravo, parce que tu as gardé cet esprit famille et fair play vis-à-vis de ton ancien club, donc il faut quand même le rappeler. Merci Samir. Merci Farid. Merci. On te souhaite forcément de retrouver rapidement un club, et je pense quand même que le téléphone va sonner très rapidement. Mais si on arrive déjà à la fin, il est 19h55. Petit dernier tour de table. Mohamed, merci d'être passé. Merci pour l'invitation. Comme toujours, je suis toujours content de venir. En plus, là, je partage un moment important avec un
ami, un frère. Un frère. Pour moi, ça a été un plaisir. Mais comme toujours, Farid, à chaque fois que tu m'inviteras, je serai toujours partant. Merci je le encore. sais, je le sais. Merci Mohamed. Daoud, merci d'être passé. Merci pour l'émission, là, de grande qualité. On a vu de la formation, on a vu un niveau sur les seniors super instructif. Donc on va continuer à suivre tout ça et puis à prendre du plaisir. Merci aussi Daoud. Je vais aussi donner la parole également à Kaou. Merci d'être passé, Kaou. Non, merci pour l'invite. Moi, c'était une grande première. Et je suis content parce que je peux mettre maintenant des visages sur des noms. Je connaissais de noms un peu tout le monde. Et là, maintenant, de passer ce moment-là avec eux, c'est top et c'est très enrichissant parce que ça agrandit encore le réseau foot. Et moi, je pars du principe qu'on est une grande famille. Exactement. Donc, éventuellement, si on peut se conseiller, s'aider. Moi, j'hésiterai pas en tout cas. Merci J'hésiterai pas, donc merci d'être pour venu. tout ça. Merci d'être venu d'aussi loin, Kaou. Mot de la fin, il est pour toi, Samir. Merci, moi c'était... j'ai l'habitude de Mohamed, il partage souvent cette émission, Farid aussi, et j'ai l'habitude de regarder cette émission-là. Je suis très ravi d'avoir participé à cette émission-là. Grand On a honneur. fait connaissance à Daoud, à Kaou, et Farid que je te connaissais seulement en dehors. À travers un écran. À travers l'écran, et voilà, c'est un plaisir de... Ouais, et après, Mohamed... C'est vrai qu'on pouvait pas faire mieux. là, comme c'est- émission avec top, Mohamed là. sur le plateau. Là, je l'ai Bon, appelé... J'ai fait un peu exprès. Je dois l'avouer en direct, mais merci. en tout cas, Mais il y a des bons chroniqueurs ici. Exactement, Il y en a- merci à il y en a tous les des quatre. bons, il y en a des bons. merci à tous les cas d'être venus pour cette émission. C'est déjà terminé. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à l'écouter en podcast. Merci à Damien et Axel pour la technique. Toujours au rendez-vous. Abonnez-vous également sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus et ça fait plaisir. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le football, ce n'est que du plaisir. Ciao.